Les amis, bonjour, bienvenue sur Aki Télé. Culture, je vous aime. Pouvait-on dire autre chose que ceci avec l'invité qui est à mes côtés? Bonjour Xavier Viton. Bonjour. Quel plaisir d'être avec toi. Ah ben écoute, le plaisir est partagé. Ah, oui. Bienvenue au Théâtre Trianon. Dans un théâtre, on ne pouvait pas faire autrement que de te recevoir dans un théâtre. Donc ton théâtre, dont on va dire un petit mot tout de suite. Alors ce théâtre-là, tu l'as acquis en partie, on est dans les années 2000, c'est cela? Celui-ci, c'est 2012 Oui. que j'ai eu la chance de l'investir. Le propriétaire foncier Jean-Pierre Gilles m'a fait la gentillesse de m'appeler un jour en me disant que le théâtre était disponible à la gérance. Et je lui ai dit que j'avais déjà 2 théâtres, puisque j'avais déjà le Café-Théâtre des Beaux-Arts et le Victoire. Et par le fait même, je ne pouvais pas en avoir un 3e. Mais je lui ai demandé de le visiter. Et là, ça a été la catastrophe, parce que quand j'ai vu ce que tu vois là, et puis la scène, l'équipement et tout ça, et le plus vieux théâtre de Bordeaux quand même, en dehors de l'Opéra, bien sûr, qui lui est du siècle précédent, je me suis dit, jamais on me reproposera un tel établissement aussi chic, aussi beau, et qui sent le théâtre. Tu vois, c'est vrai, quand tu respires ici, tu sens, hein, ça sent le velours. C'est absolument vrai. Il y a une odeur de vieux théâtre, et puis il y a des fantômes, et donc je n'ai pas résisté. Et avec Jean-Pierre Gilles, qui est un amour, on a réussi à s'entendre pour que je prenne en main la gérance et le fonds de commerce de ce théâtre Trianon en plein cœur du Triangle d'Or. Alors je sais que tu as un amour un peu pour l'histoire, parce que ta première pièce de théâtre était liée à un prof d'histoire. Et comme tu le sais, j'ai un autre métier qui est aussi prof d'histoire. Comment s'appelait cette pièce? J'ai eu la chance de jouer une pièce grâce à mon instit, Gérard Simon, qui m'a fait découvrir le théâtre, et j'ai joué une pièce qui s'appelait Toto, professeur d'histoire. Et attends, tiens-toi bien, je jouais le rôle de Toto, Mazette. Alors, tu sais, au XVIIIe siècle, la salle de spectacle dont tu as parlé, le Grand Théâtre, pour ne point le citer, on le rappelle à tous ceux qui ne sont pas de Bordeaux et qui vont regarder cette émission, la plus belle salle de théâtre, la plus belle salle de spectacle de Bordeaux, elle a été inaugurée en 1780 et c'était Victor Louis. Si tu avais vécu au XVIIIe siècle, tu sais, le théâtre était fait autant pour être vu que pour monter sur scène. Est-ce que quand on vient chez toi, on vient surtout pour regarder ceux qui sont sur scène et non pas pour se montrer dans la salle de spectacle? Alors, je comprends ce que tu veux dire. Il y a un comportement bourgeois qui consiste à aller au théâtre pour faire partie d'une certaine société. C'est vrai. En fait, nous, le théâtre dit de boulevard ou de divertissement, on a un peu lutté contre cela, parce que ce que je souhaitais, c'est que mon théâtre soit un théâtre populaire. C'est-à-dire un théâtre où, quelle que soit la situation sociale de laquelle on est extrait, qu'on n'hésite pas à passer les portes du théâtre. Alors c'est vrai, c'est pas facile, parce qu'on peut penser que le théâtre, c'est pas pour nous, c'est un art bourgeois, etc. Mais à l'origine, le théâtre est un art très populaire. Pour ne pas dire populo. Et Molière, ça, j'aime. Voilà, qui était sur les marchés. Et ils allaient, ils se déplaçaient dans les communes, dans les villes. Et ce petit théâtre-là, le petit théâtre Trianon, a été créé pour être un petit théâtre musical, justement en pendant du Grand Théâtre de Bordeaux, où là, la grande bourgeoisie se déplaçait. Et en 1913, ils ont créé ici ce qu'ils ont appelé le Petit Théâtre des Grands Succès. C'était l'adage de ce théâtre, pour que les gens d'extraction plus modeste, ou les marins qui venaient en chalandise, etc., puissent entrer dans ce lieu-là, entendre des opérettes ou des petites comédies musicales plus faciles d'accès et moins bourgeois. Alors, le théâtre que tu proposes, tu l'as dit, c'est ce qu'on appelle le théâtre de boulevard. Mais peux-tu rappeler à nos téléspectateurs ce qu'on entend par théâtre de boulevard? Ça vient de Paris, je crois. Le boulevard, un boulevard à Paris. Exactement, parce que les théâtres de centre-ville, encore une fois, étaient des théâtres plutôt dévolus à une forme de société qui était plutôt mondaine, bourgeoise ou noble. Et les théâtres de boulevard, qui étaient en périphérie de la ville, donc la banlieue à l'époque, étaient faits pour les gens d'extraction plus modeste. Et donc, on allait au théâtre de boulevard pour s'en payer une bonne tranche, pour rigoler et souvent se moquer du centre-ville et de la bourgeoisie qui l'habitait. Et donc, on y faisait des pièces qui se moquaient de ce monde social-là, évidemment. C'était à cet endroit-là où il y avait les chansonniers, les pièces, où comme Molière, on mettait en place un espèce de bourgeois, gentilhomme, dont on se moquait allègrement sur scène. Voilà. Alors, tu es quelqu'un qu'on a beaucoup entendu, beaucoup vu à la télévision pendant la période du Covid. On n'a vu que toi, on a entendu que toi, à juste titre, tu as déploré que ces salles de spectacle soient fermées. Quel bilan tires-tu de ces 2 ans? Ça n'a pas failli être fatal pour autant, cette période. En fait, j'en tire 2 bilans. Oui. Le premier, c'est que j'ai constaté que bien que nous fermions, à raison ou à tort, ce n'est pas à moi d'en juger, tout ce qui était culturel, le seul refuge dans lequel allaient les gens
quand ils étaient enfermés chez eux, c'était dans le bien culturel, c'est-à-dire la télé, les séries, la littérature, la musique. Donc, c'est ça qui était assez paradoxal. Donc, je retiens et j'ai retenu que finalement, nous avons une fonction sociale extrêmement importante. Ça nous a fait du bien, bien que nous souffrions de ne pas pouvoir exercer notre métier. Parce qu'au-delà de l'aspect financier, qui est évidemment extrêmement difficile à vivre et à maintenir, mais le fait que pendant 2 ans, on vous mette sous le tissu en vous disant « vous n'avez pas le droit d'exercer », pas essentiel. Ouais, alors, je ne veux pas plonger dans cette polémique, on s'en fout du mot essentiel, mais en fait, la priorité n'était pas donnée à la culture, force est de le constater. La priorité a été donnée à d'autres commerces. Et la deuxième chose que je retiens, qui elle est positive, c'est que quand même, nous sommes dans un pays où l'on peut parler avec nos institutions et avec nos gouvernants, parce que moi, le premier qui suis, comme tu le sais, petit périgourdin de base, petit directeur de théâtre de province, eh bien, si tu me croiras si tu veux ou pas, mais je discutais avec Madame Bachelot, je discutais avec Monsieur le maire, et j'ai même discuté à l'époque avec Mira, qui était l'attachée à la culture à l'Élysée. Eh bien ça, quand même, c'est un sacré pays où on peut téléphoner ou faire des visios avec nos ministres, alors que nous ne sommes pas grand-chose. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays comme ça quand même. Hein. Xavier Ditton, tu as un paradoxe à toi tout seul. On dit que pour réussir dans le spectacle, dans le théâtre, c'est Paris ou rien d'autre. Et toi, tu as réussi en province. 100 000 personnes viennent dans tes théâtres, peu ou prou. Par an, tu fais travailler 150 personnes, des intermittents du spectacle pour la plupart d'entre eux. Et tout ça, c'est à Bordeaux. Alors, comme il y a quelqu'un de la salle qui m'entend, je ne dirais pas qui, mais qui est un peu dans le métier, qu'il entende qu'on peut aussi réussir dans le théâtre, voire dans le cinéma, en province. Et ça, il faut le dire clairement à tous ceux qui veulent faire ce métier désormais. Alors, je distingue 2 choses dans le métier qui est le nôtre, c'est-à-dire de l'art du spectacle ou l'art de la caméra. Il y a la notoriété et il y a faire carrière. Ce sont 2 choses différentes. Mais est-ce que ce n'est pas lié? Est-ce qu'on peut faire carrière sans avoir une notoriété? Ah oui, alors ça oui. Me paraît impossible. Eh bien non. On peut absolument... Moi, pour le coup, j'ai beaucoup de comédiens qui travaillent dans mes scènes, qui font que ce métier, qui travaillent sur mes scènes, et pas que sur les miennes d'ailleurs, qui font que ce métier, et pour autant ne sont absolument pas connus par le grand public et n'ont aucune notoriété. En fait, la notoriété, ça arrive par accident. Toi, tu en as, par exemple. Non, je ne peux pas considérer avoir de la notoriété. On est ce qu'on appelle, dans mon statut ou dans le statut de certains de mes confrères, des petites gloires locales. Bien sûr. Mais finalement, il y a des marchands de chaussures ou des coiffeurs qui sont des gloires locales parce qu'on connaît leur commerce et que ce sont des bons commerçants ou même des artisans. Tu n'es pas reconnu dans la rue. Tu me disais l'autre jour, lorsque nous avons mangé au resto. Mais ça, alors, ceux qui viennent dans ta salle, mais tu ne passes pas régulièrement à la télé, on ne voit pas ton effigie dans les magazines. Si tu étais à Paris. Est-ce que ça te manque un peu tout ça? La gloire ou la notoriété? Le fait de te voir en photo, de te voir plus souvent, de faire plus d'émissions de télévision. Alors, j'essaye d'être le plus honnête intellectuellement possible. Oui. Ça gratouille toujours l'orgueil quand on est reconnu dans la rue ou qu'on a un article sur nous ou qu'on se voit. Mais en même temps, il y a un prix à payer à la notoriété que je connais puisque je travaille avec des gens qui ont une grande notoriété, qui sont très populaires. Et ce prix à payer n'est pas toujours facile parce qu'on ne peut pas vivre normalement. En fait, on ne peut pas prendre le métro normalement, on ne peut pas aller au commerce, on ne peut pas aller dans un stade sans que tout le monde vous regarde. Et il y avait, je crois que c'est Alexandre Astier qui a dit cette phrase qui m'a fait rire. Il m'a dit, ce qui est emmerdant, il a dit comme ça, dans la notoriété, c'est que quand je me gratte le nez dans la voiture, il y en a plein qui vont dire sur TikTok ou sur Facebook, Alexandre Astier est un gros porc, il se gratte le nez dans la voiture. Mais en fait, on se gratte tout le nez dans la voiture. C'est sûr. Donc voilà le prix de la notoriété à payer. Après, il faut quand même constater que dans nos métiers, avoir une certaine forme de notoriété permet d'avoir des contrats derrière. Puisqu'on fait venir du public dans la salle ou dans les écrans, et donc c'est ça qui se monnaie. Donc c'est un fil tendu entre être suffisamment connu ou reconnu dans son métier pour avoir du boulot, et ne pas trop l'être pour ne pas être ennuyé par les spectateurs un peu envahissants qui voudraient vous faire signer un autographe tous les coins de rue. Bon, c'est pas mon cas, hein, je te rassure, mais le fait de faire carrière n'est pas lié quand même à une notoriété ou à une popularité. On peut très bien faire carrière quand on fait bien son boulot. Le tout, c'est d'être connu par nos pairs. Bien sûr. Alors, tu es un homme polymorphe parce que le soir sur scène, pas tous les soirs, mais souvent, mais tu es aussi quelqu'un qui est derrière, qui doit faire tourner la machine. Ces 3 théâtres dont tu es plus ou moins propriétaire, alors ici nous sommes au Trianon, la dernière acquisition c'est le Molière,
Il y avait le Théâtre des Beaux-Arts, mais tu l'as revendu en 2018. Ah, oui, et donc, juin, on en a oublié un, c'est le Théâtre Victoire. Ouais. Donc ça fait 3 théâtres, ça fait quand même du travail. Oui, alors le Théâtre Victoire, maintenant, il est passé dans les mains d'Amandine Pommier. Depuis 2019. Là, oui, il y a, c'est ça, Noël l'an dernier. Alors donc c'est pas 2019, c'est 2021. Alors, donc effectivement, c'est quand même du boulot aussi en dehors de la scène. Ça te fait des journées bien chargées. Oui, après, je ne suis pas seul. Hein. J'ai de super équipes. Franchement... Combien de personnes ici, dans ce théâtre Trianon, travaillent avec toi ou avec toi, par exemple? Ceux que je considère être les piliers de mes théâtres, c'est-à-dire on va parler de ma régisseuse Rosine qui s'occupe de l'équipe technique, de Guillaume qui s'occupe de l'équipe administrative, de Virginie qui s'occupe de l'aspect comptable, de Sarah de l'aspect salarial. On a une petite dizaine de personnes qui sont les piliers et chacun s'occupant très précisément dans un domaine bien précis parce que évidemment on ne peut pas tout faire si on veut le faire bien, hein. On ne peut pas être à la fois artiste, on ne peut pas être à la fois metteur en scène, aller dans les soirées mondaines pour se montrer de sorte que les gens viennent dans votre salle et puis gérer et tenir les comptes et faire les caisses le soir. On ne peut pas tout faire. Et après j'ai tout un tas de personnes qui sont au bon endroit, Benjamin, Sarah, Zora, qui, eux, accueillent le public, etc. Donc, on ne peut pas être seul. Et bien entendu, mon partenaire de toujours, Nicolas. Nicolas Delas. Tu as été reconnu dans les années 2000. Alors, j'ai noté ces 2 distinctions qui t'ont honoré. On va quand même en parler. Alain Juppé, le 21 novembre 2013, pour les 100 ans des Trianon, t'offre la médaille de la ville de Bordeaux bien méritée. Et le 29 octobre 2021, donc on était un petit peu sorti du Covid, tu as été nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. C'est extraordinaire. Pour le petit Périgourdin dont tu parlais tout à l'heure, tes parents sont toujours en vie. Ah oui. Et ils doivent être d'une fierté incroyable. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de mes parents, j'ai une grande complicité avec eux. Ils ont toujours été très solidaires de mes choix. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à l'éducation, l'amour et la confiance que j'ai reçus de mes parents. Ça, indéniablement, quand on a l'amour de ses parents, on gagne beaucoup de temps. Et ensuite, pour ce qui est des récompenses que sont les médailles, on a beau dire les médailles, c'est des médailles en chocolat, etc. Quand on les reçoit, on est hyper fiers. On est heureux comme un gamin, j'imagine. Oui, c'est vrai. Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi dans cet entretien, c'est que tu aurais pu devenir militaire. Ça c'est absolument invraisemblable comme parcours, parce que tu as été chanteur lyrique, bien évidemment, donc un passé assez étonnant. Avant d'être ce que tu es aujourd'hui, tu es passé par 1000 méandres, 1000 métiers, pourrait-on dire. Alors, le plus surprenant, c'est quand même le métier de militaire. Est-ce que ce métier de militaire, qui n'était peut-être pas aussi rigoureux qu'on puisse l'imaginer, te sert aujourd'hui? Il a fait plus que me servir parce qu'en fait, quand j'ai décidé de rentrer dans l'armée... 5 ans, je crois. Oui, 5 ans. Je me suis engagé 5 ans. Alors d'abord, déjà, il faut savoir que mon grand-père, mon grand-père Viton, que j'affectionnais particulièrement, était un militaire. Oui. Il a eu l'ordre de chevalier de la Légion d'honneur, excuse-moi. Ouais. Et donc, c'est un monsieur qui a eu une carrière militaire prestigieuse, etc. Et donc, quand je suis rentré dans l'armée, pour moi, c'était presque naturel. C'est-à-dire qu'on a une fibre patriote, du service à la patrie dans notre famille. C'est comme ça, on a été éduqués comme ça. Bon, c'est bien, c'est pas bien, en tout cas, on l'a. Et donc, je suis rentré dans l'armée parce que, surtout, quand j'ai dit à mon père que je voulais faire l'artiste, il m'a dit, c'est une très bonne idée, je te coupe les vivres. Parce que mon petit chéri, moi, je te paye des études, mais si tu veux faire artiste, tu te démerdes. Et aujourd'hui, je lui en... raconter l'anecdote. Vas-y, continue. Pardon, je lui en suis très reconnaissant parce que la véritable difficulté de notre métier d'artiste, c'est la pugnacité, la ténacité et arriver à survivre dans la galère. Parce que la galère, on la connaît à un moment donné, de toute façon. Et l'armée m'a permis de passer cette période transitoire de galère où j'étais à la fois militaire et étudiant au conservatoire, ce qui fait que je ne manquais pas d'argent puisque quand on est militaire, on est relativement bien payé par le fait qu'on risque sa vie pour sa patrie, c'est quand même normal. Et ensuite... Il faut savoir que quand j'étais militaire, j'étais quand même pas bifin et à ramper dans la boue pour essayer de tenir un fusil. Je l'ai fait pendant mes classes, mais ensuite je me suis dirigé vers l'administration de l'armée et notamment le commissariat de l'armée de terre. Et comme j'ai eu l'honneur de finir major de promotion, j'ai été porte-serviette du commissaire. Donc je connaissais exactement la gestion du matériel, de la nourriture, de l'habillement.
chose dont on se rend compte aujourd'hui que c'est particulièrement important quand on voit l'état dans lequel se trouve l'armée russe. Oui, absolument. Alors moi, tu sais, il y a une date qui m'a beaucoup amusé. Nous avons eu des destins croisés. Le 1er avril 1997, moi je devenais prof d'histoire-géographie. Toi, tu quittais l'armée, tu devenais comédien. En fait, tu as fait exactement le métier que j'aurais aimé faire et je me suis rattrapé mais sur il le est pas trop tard. Il est jamais trop tard pour bien faire. Mais quand j'ai vu cette date, j'ai dit c'est absolument c'est incroyable. Voilà, nous avons eu des destins assez contraires et cette année 97 a été aussi importante pour toi que pour moi. Mais tu sais, pendant longtemps, j'avais l'envie d'être enseignant. Parce que je trouve que d'abord, je trouve que c'est un super métier. Et ensuite, rester en contact avec des jeunes gens permet de ne pas vieillir trop vite. Ça, c'est vrai. De garder une mentalité jeune. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de l'actualité du Trianon, du Molière. D'abord, ce soir, ici, il y aura des comédiens, il y aura une pièce, mais comme tous les soirs, des pièces que de temps en temps tu as écrites, que de temps en temps tu as mises en scène et que tu joues des fois, tu fais les trois à la fois. Ce soir, c'est quoi ce soir, ici en particulier? Alors, c'est une pièce qui s'appelle « Les hommes se cachent pour mentir ». Qui est une pièce que je n'ai pas écrite et pas mise en scène. Tu vois, je ne fais pas tout des fois. C'est une pièce de Vincent Piguet qui a écrit et mis en scène cette pièce, qui est une comédie assez étonnante parce que c'est l'histoire de deux copains qui vont écrire une comédie musicale en transformant les paroles de chansons extrêmement connues pour essayer d'en faire un succès. Ça va s'avérer être un bide, mais c'est tellement drôle que ce bide se transforme en succès. Et donc c'est à la fois, il y a une partie théâtrale et une partie chantée, et ça en fait une pièce particulièrement originale. J'avais adoré dans le teaser ta formule. On ne rit qu'une fois, mais pendant une heure et demie. Et je trouve ça génial parce que les gens viennent pour cela. Ils viennent pour rire. Ce soir, ils vont venir. Il y aura peut-être, je ne sais pas, 250 places ici. Peut-être qu'il y aura 150 personnes. Faites pas complet tous les soirs non plus. Non. Alors, faites complet quand vous avez des sommités, des notoriétés. Quand Jean-Pierre Castaldi vient ici, après, pour quelle famille? Là, c'est complet. Oui, il y a ça. Il y a le fait qu'il puisse y avoir des vedettes sur scène, mais aussi il y a une saisonnalité. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où quand il fait beau, comme en ce moment, on a un mois d'octobre incroyable, il y a plus de gens qui continuent à profiter des terrasses et de l'extérieur et moins des activités en intérieur. Et puis quand on arrive dans les frimas de l'hiver, là les salles se remplissent et il se trouve que même sur des pièces où il n'y a pas de gens avec des notoriétés ou de popularité, on fasse des complets, oui, pendant tout l'hiver, oui. C'est-à-dire décembre, janvier, février, mars. Tu as eu droit aux honneurs de Canal+. Alors, pas Canal+ exactement, mais une filière. Comédie+. C'est Comédie+ qui est venue tourner ici. Une pièce qui a déjà été diffusée sur Comédie+, qui s'appelle Quelle famille? Elle va pas être diffusée, elle n'est pas encore diffusée, elle va être diffusée pendant les fêtes. Ça va commencer pendant les fêtes. Et après, tu sais, c'est de la multidiffusion. A priori, il y a une 50aine de diffusions programmées qui s'étalent sur plusieurs mois. Mais ça a été une vraie chance. Qu'une des pièces que j'ai mises en scène et co-adaptées puisse être captée par un gros groupe de télévision parce que j'ai vu ce que c'était que de mettre les moyens. C'était Serge Calfon. T'as combien de caméras ici pour cette pièce? Là, il y avait 7 caméras. Et c'est Serge Calfon qui a fait la réalisation. C'était très impressionnant parce que vraiment c'est un gros matériel derrière une captation de théâtre et c'est un gros boulot de montage. On joue 2 fois pour qu'il n'y ait aucun loupé possible devant du public. Il y a un public, ça se passe en public. Toujours en public, moi, je me souviens, dans les années 70-80, il y avait une émission qui s'appelait Au Théâtre ce soir, que je regardais bien volontiers. Tout ça a un petit peu disparu. Il n'y a plus vraiment de théâtre à la télévision. Est-ce qu'on peut le déplorer? Alors, je sais moins qu'avant. Oui, voilà. Il y en a moins. Et surtout, comme il y a une multiplicité de chaînes, même s'il y a du théâtre, on ne sait pas sur quelle chaîne ou sur quelle chaîne de câble, etc. Après, est-ce qu'on peut le déplorer? Moi, j'aurais tendance à dire non, parce que je préfère que les gens viennent la voir dans mon théâtre qu'à la télé. Après, si ça donne le goût aux spectateurs et spectatrices de venir au théâtre, alors je le déplore. Je suis partagé, parce que je ne suis pas sûr que le théâtre soit vraiment un art qui prenne sa valeur quand on la regarde à la télé. Je ne suis pas sûr, tu sais, à moins que ce soit extrêmement bien fait. Des années 70, on terminait toujours par les décors sont de Roger Hart. Et Donald Cardwell, les costumes. Donald Cardwell, les costumes. C'est incroyable, ça nous a marqué, ça a marqué toute une génération, les gens qui ont mon âge, entre 50 et 60 ans. Évidemment. Et tu dois t'en souvenir. Ça t'a donné envie de devenir comédien, ça, ou pas du tout? C'est pas ça qui m'a donné envie d'être comédien, franchement. C'est le fait d'y avoir goûté, moi, à la scène.
Comme je t'ai dit, mon instit, ça a été mon CPE ensuite au collège. Ouais. Le fait de voir du théâtre à la télé, pour moi, c'était inaccessible. Ouais. C'était pas le métier que je pensais pouvoir faire un jour parce que c'était inaccessible d'être derrière cet écran. J'étais dans une petite commune, la commune de Marsanais, notamment en Dordogne. Ouais. Donc, jamais je me visualisais, moi, là. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette petite phrase que j'aime bien dire, et notamment aux jeunes gens. Prends garde à tes rêves, ils peuvent se réaliser. Écoute, c'est très bien. Il t'arrive d'avoir peur avant de monter sur scène? Tout le temps. Ah, j'ai tout le temps le trac. Comment on fait pour gérer cette pression au quotidien? Parce que tu fais un métier où tu es obligé d'être à 100% à chaque fois que tu montes sur une scène. Comment on fait pour oublier ce trac, se dire par exemple... Est-ce qu'il t'arrive par exemple, tu sais, autrefois il y avait des souffleurs, hein, ça se fait plus maintenant. Non. Quand on oublie son texte, ça doit être épouvantable, ça doit t'arriver. Qu'est-ce qu'on fait avec le métier? On arrive à bluffer. Tu as dit le mot juste, c'est gérer. Ouais. C'est gérer le trac. Tu ne peux pas l'enlever, c'est pas possible puisque tu le ressens. Ouais. Tu as les stigmates du trac, les genoux qui tremblent, la voix qui se brise, des tremblements, mal au ventre. Attends, ça t'arrive encore? Tout le temps. Tout le temps. Il n'y a que quand je joue une pièce que je joue depuis longtemps que je l'ai moins. Mais on a toujours ce trac de savoir comment va réagir le public ce soir. Parce que chaque soir... Tu l'apprivoises, le public? Non. Ou c'est lui? Ouais. Ouais. Je ne sais pas, c'est l'inverse. Ah oui. En fait, je me suis rendu compte que... Alors, bien sûr, on a des techniques, on a ce qu'on appelle des ficelles du métier, et une exigence professionnelle, le travail amoindrit le risque. C'est ce qui fait qu'on a moins le trac quand on est pro que quand on est amateur, parce qu'on s'appuie sur une expertise et une expérience, comme en sport. Bien sûr, bien sûr. Mais le public, on ne l'apprivoise pas. Hein. Il y a des soirs, il est formidable, il y a des soirs, il est durail. Hein. Il va falloir aller le convaincre. C'est comme ça dépend des humeurs, de ce qui se passe dehors, du froid, de la circulation, de la façon dont il a pu se garer, de ce qu'il a entendu à la télé, des mauvaises ou des bonnes nouvelles. En fait, ce monstre qui est là, pour lequel on travaille jour et nuit et qui nous hante, eh ben, j'ai pas encore trouvé le moyen, avant d'entrer sur scène, d'être sûr de le convaincre. Je suis jamais sûr de le convaincre. C'est ce qui crée le pétillant, le sel. Écoute, je sais que tu as une passion avec la mienne, le foot. Moi, j'ai eu la chance de parler devant 5000 personnes à Saint-Germain, au Bouscat, la semaine dernière. Et il va y avoir la Coupe du Monde. D'ailleurs, j'en profite pour dire à nos amis téléspectateurs, on va faire des petits trucs sympas sur Aki-Télé avec la Coupe du Monde au Qatar. Mais je ne peux pas en dire plus, mais parce que ce n'est pas encore signé, mais c'est en projet. Voilà, et peut-être même le jour du match de l'équipe de France, le 22 novembre prochain. Dis-moi, tu aurais aimé être arbitre de foot. Parmi les choses qui m'ont surprise, celle-ci, arbitre de foot. Tu l'as été, je crois. Voilà, alors j'ai commencé à 15 ans. Oui. J'ai pris le sifflet parce que j'étais très mauvais joueur. Donc plutôt que de me séparer de mes potes qui eux étaient sur le terrain, j'ai pris le sifflet et il se trouvait que j'avais une qualité pour ça certainement, une espèce de rectitude, probité et une notion du jugement immédiat. Je sais pas, c'est un art difficile l'arbitrage. C'est une activité complexe et cette complexité, m'a plu et m'a permis de me révéler à moi-même. C'est-à-dire que je n'étais plus dans l'ombre de mon père qui était un bon joueur ou je n'étais plus le mauvais de l'équipe. Je devenais singulier en étant arbitre et cette activité m'a plu si bien que j'ai gravi tous les échelons et j'ai fini jeune arbitre de la fédération. Le 22 novembre, France-Australie à 20h. Est-ce qu'il y aura un spectacle? Est-ce que tu fais comme certains comédiens qui ont une télévision dans les coulisses pour suivre le match avant de rentrer sur scène? Non. Est-ce que tu es passionné à ce point? Non, je ne peux pas dire que je suis passionné à ce point. J'aime le foot. Tu pourrais me parler de certains joueurs, je les connaîtrais peut-être pas. Ce qui m'intéresse dans le foot, c'est quand même un sport qui est beau à voir, qui est passionnant. On s'ennuie pas beaucoup quand on voit un match. Et quand on est au stade, c'est vraiment réjouissant, l'ambiance de stade, etc. Ce qui me passionnait, c'était l'arbitrage. Xavier Viton, Culture, je vous aime. Un vrai bonheur que d'avoir été avec lui depuis à peu près une demi-heure. Vous retrouverez bien sûr cet entretien sur notre réseau et sur Aki-Télé en particulier. Et alors, à la fin du mois de novembre, il y a une nouvelle rencontre de Christophe assez extraordinaire, j'en profite pour l'annoncer. Nous allons honorer un homme dont le destin m'a beaucoup touché. J'ai travaillé avec lui, il s'appelle Jean-Claude Marché. C'était quelqu'un qui faisait des spectacles d'hypnose. Et puis un jour, on lui a annoncé qu'il avait un cancer du pancréas. Ça fait 5 ans qu'il se bat.
Et j'ai appelé cette prochaine émission que nous ferons chez lui dans le Blayais, Jean-Claude Marchais, un combat pour la vie. Je suis certain que c'est quelque chose qui te touche aussi, oui. parce qu'on a une chance exceptionnelle, toi et moi. On est en bonne santé, on fait ce qui nous plaît, on est là sur scène, on est là en train de disserter, mais il y a des gens qui luttent contre la maladie. J'ai voulu faire cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, nous étions avec Xavier Vitton et on le remercie. Et je veux vivement. juste rappeler cette petite phrase de Prévert Ouais. que j'adore, qui dit « On connaît le bruit du bonheur quand il s'en va ». Eh bien, c'est absolument vrai. Merci Xavier Vitton. Nous étions donc, j'ai presque envie de dire en direct, parce que c'est vrai que nous travaillons toujours dans les conditions du direct. Tu peux en témoigner. Oui, ça c'est vrai. On ne coupe rien. On montrera l'émission telle qu'elle a été tournée. Et allez, je remercie mon gamin qui est dans la scène, dans la salle. Mais Moi, qui est j'ai sur presque fait scène un souvent. lapsus révélateur qui était là aujourd'hui. Merci Aurélien de m'avoir accompagné. Et ça m'a fait un bien fou que tu sois là. J'en profite pour te faire une grosse bise. Salut à vous les amis et à très bientôt sur Aki Télé.